Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons fait la rencontre d'Hélène. Hélène qui est céramiste à Mouchamp et qui a accepté de nous ouvrir les portes de son atelier. Qui est-elle ? Observons ce geste, laissons-la nous conter son histoire. Allez viens, je t'emmène voir le four. Enfin, les fours. Donc dis, bon, on te laisse, tu es entre la Barre de Mont finalement et Saint-Martin. À partir de quand finalement tu commences à voler de tes propres ailes ? 2007. 2007, au bout de 6 ans finalement. Oui. À peu près. Oui. Et Je comment ? retournais un peu en formation avant Ouais. pour apprendre à faire les émaux justement, travailler les minerais, conduire les Couleur. cuissons. Parce qu'il y a le tournage, c'est une chose, mais pour moi, c'était pas le plus complexe. Ça me semblait une montagne de conduire une cuisson. Donc finalement, ça s'apprend, ça s'apprend tous les bien jours sûr, quand même. ouais. Ouais. Mais par contre, les émaux, là, c'est autre chose. Les émaux, c'est autre chose, ouais. Donc Ouais. tu as recherché tes C'est un pigments, travail j'imagine ? très empirique. Ouais. Je travaille pas trop avec les pigments haute température, plutôt avec des oxydes métalliques, Ouais. oxyde de fer, oxyde de cobalt, de cuivre. Et là, tu fais tes petits mélanges, tu testes ? Et Tu là, retestes ? je teste et j'attends, j'ouvre le four. C'est Noël ou parfois c'est la grosse déception. Et C'est puis, souvent Noël quand même. Oh, pas toujours quand Pas même. toujours, hein. Ouais. Ça dépend, il y a deux phases. Puis après, j'imagine que toutes les recettes sont secrètes, tu vas les garder ? Non, je suis pas dans la culture de secret, pas du tout. On a plus à tous apprendre en avançant collectivement qu'en étant en train de cacher ces petites recettes, non ? Et en fait, c'est On va plus formidable vite. ce que tu dis, parce que j'imagine que toi, ici à Mouchamp, en tant que potière, parfois, tu dois trouver que tu es seule, en fait. Oui. Et est-ce que vous avez un collectif, alors de métiers d'art peut-être, mais surtout de potiers ? J'ai mes copines potières avec qui j'échange. Ouais. Et puis, quand j'ai besoin d'échanges avec mes collègues, je fais les marchés de potiers. C'est la raison pour laquelle je fais les marchés de potiers. Et là, c'est hyper intéressant. Ah ben hyper Et intéressant. la transmission, Hélène, tu aimes transmettre ? Oui, j'aime ça, ouais. Tu Ouais. prends des jeunes en formation ? Oui. ou- Il y en a une en ce moment, là. Elle se cache, elle veut pas passer devant la télé. C'est vrai ? Ah, oui. Tu t'es allée la chercher, Ah en fait. non Je pense qu'elle va m'en vouloir, mais ouais, si, je fais ça, ouais. Ouais, c'est important. Mais c'est hyper important, parce que vous faites quand même un métier qui est ancestral. Oui. On peut pas s'arrêter comme ça. Mais non. Et puis après... Et après, si on a avancé, si j'en suis là, si je sors des beaux rouges ou quoi, c'est parce que il y a des potiers qui ont fait des écrits techniques. Et c'est pour ça, donc je pense que c'est... faut contribuer, chacun doit amener sa pierre, contribuer, faire avancer, ouais. On montre justement, tu nous montres tes créations ? Avec plaisir. Parti. Allez. Donc là, Hélène, on est dans ton lieu d'expo. Oui. On voit que tu te consacres complètement à l'art de la table. Plutôt l'art de la table. En tout cas, je vis avec l'art de la table. Voilà. Puis j'aime bien aussi justement cette démarche où travailler avec du beau et en même temps du pratique. Complètement. Voilà. Et ça t'offre aussi une diversité incroyable parce que là, finalement, on est sur un plat plutôt épais, plutôt rustique. Et là, quand on voit la finesse de ce bol, c'est une C'est vrai que là, il y a une belle diversité de ce que je peux faire. Donc là, on est sur un plat, en effet, hyper rugueux avec une chamotte. La chamotte, c'est de l'argile broyée plus ou moins grossièrement, ici grossièrement, qui est ajoutée à l'argile fraîche. Et en fait, ça contribue à la solidité mécanique. D'accord. Et ce plat-là, il passe au four. Et là, à côté, alors oui, on a une porcelaine qui elle, est très fine, avec une petite araignée qui est en train de me grimper dessus. Ouais, c'est ça. Et là, effectivement, si on voit la variété des couleurs. Oui, de l'émail. Alors cet émail-là, c'est un céladon, c'est le vrai céladon, le pur, là, celui que les Coréens ont inventé. Ouais. Il n'y a que de la terre et de la chaux dans l'émail. T'as que de la terre et de la chaux. Que de la terre et de la chaux, c'est fou. Et puis là, voilà, on a les petites dorures, en fait. Il n'y a pas de fer dans cet émail. Ben non, mais c'est drôle, regarde. Il y a du manganèse. Même pas dans l'émail, je pense que c'est la terre que j'utilise qui... Tu vois les reflets, ça, dans le bol, c'est absolument incroyable. Oui, je fais quasiment les mêmes émaux depuis le départ, mais c'est plus du tout la même chose par rapport à mes débuts. Ouais. Quel regard t'as justement sur les premières années? Il faut bien apprendre. Hein. Ben oui, voilà, il faut bien apprendre. Il faut bien apprendre. Alors, c'était parfois pas très fin.
un peu lourd. Ouais. Je m'excuse pour mes premiers clients, et je les remercie d'ailleurs Non, mais de c'est m'avoir soutenue. génial en fait. Voilà, et puis maintenant on est sur des choses un peu plus fines, ouais, parce que c'est quand même plus agréable quand c'est fin en bouche, là, si on doit... Voilà. Et toi, d'ici les prochaines années, tu as envie de quoi? Continuer. J'ai parfois envie de me détacher de l'utilitaire et d'être un peu plus dans l'expérimental. Donc après, je sais qu'on ne peut pas en vivre de la même manière. C'est un peu plus compliqué. On est en Vendée. Enfin, moi, je m'exporte peu. Sinon, comme je le disais, pour rencontrer mes collègues, je fais des marchés de potiers. Mais sinon, je suis plutôt ici. Merci en tout cas, Hélène. Moi, ce que je te propose maintenant, on va redescendre à l'atelier, on va faire une petite photo ensemble pour marquer notre rencontre. Oui. Et puis après, on te laisse à la poterie. Ok, ça marche. Hélène, merci pour ton accueil. Ah, merci. Une petite C'est photo trop souvenir, tu fais ce que Ouais. tu veux. Atelier ou pas atelier, poubelle ou pas poubelle. Je te fais un Non. bisou. Bonne saison. Merci d'être À passé. bientôt. Ouais. Bon, on repassera. On repassera. À bientôt, Ok. Hélène. Merci. Merci. Au revoir. Nicolas, alors nous, c'est une belle aventure parce que c'est Robin qu'on a rencontré hier qui nous a conseillé de venir te voir. Robin, donc, qui est tourneur et qui nous a dit qu'il était venu se fournir en bois chez toi. C'est vrai. Donc on a souhaité en apprendre davantage. Qui es-tu? Tout simplement. Eh ben, bienvenue, je m'appelle Nicolas Cousineau, donc je suis paysan à Mouchamp depuis une vingtaine d'années. Je travaille avec 3 associés et on a une ferme qui est en bio aussi depuis une vingtaine d'années et on élève des vaches allaitantes charolaises en polyculture élevage et on a une activité aussi où on a des céréales de vente. Ce GAEC, il a quel âge? Le GAEC, il a été créé en 1980 avec mon grand-père et mon père. Et nous, on est la 5e génération ici à la guicheterie. C'est extraordinaire, toujours ici à la guicheterie à Mouchamp. Et déjà, ton père et ton grand-père faisaient des vaches et des céréales? Oui, après ça a évolué au fil du temps, mais oui, la base de vaches allaitantes et polyculture élevage, elle est là depuis Depuis longtemps. X temps. Quels sont tes souvenirs de gamin ici à la guicheterie? Ah bah ici, moi j'habitais pas à la ferme, mes parents n'habitaient pas sur site, mais depuis que j'ai l'âge de 6-8 ans, on a toujours été dans les pattes de mon père ou mon oncle à participer aux travaux. Ils nous ont toujours sensibilisés et donné envie. Ils ont toujours eu l'amour du métier. Mes parents, il y a 20 ans, ils prenaient déjà des vacances en tant que paysans et du coup, ils avaient ils s'étaient donné des objectifs de qualité de vie et ce qui a fait que mes 2 cousins et moi-même, on a souhaité continuer. Cette ferme, depuis les années 80, bon, j'imagine qu'elle a évolué, qu'elle a pu changer, même si on reste sur de la vache et sur de la céréale, j'imagine que toute la configuration, peut-être même le paysage de la ferme a dû changer. Tu me le confirmes? Eh bien oui, dans les années 80, c'était encore ma grand-mère, ensuite il y a mon père qui est arrivé. Donc il y avait même un troupeau mixte avec des vaches laitières. Et après, ils ont arrêté l'activité vache laitière, c'était vraiment une toute petite partie de la ferme et ils ont été dans un système avec des vaches allaitantes. Et dans les années 90, il y a eu 2 ou 3 années de sécheresse et ils se sont posés des questions à comment passer ce cap-là. Et du coup, ils ont plutôt choisi de donner de l'herbe à des vaches et de mettre moins d'engrais et d'être un peu plus résilients. Et en 95, ils commençaient à replanter des arbres pour le bien-être animal, pour... Arbre qui avait été dégagé au moment des remembrements, j'imagine. C'est ça, ouais. Et du coup, c'était mon grand-père qui s'était occupé du remembrement. Et nous, on a réussi à lui faire planter des arbres à la fin de sa vie. Et après, dans les années 2000, ouais, il y a eu le passage en bio. Donc là, on était tout biologique et voilà, aujourd'hui, on reste dans ce système-là et la résilience, aujourd'hui, elle devient un peu plus climatique, d'avoir un système un peu plus passe-partout. Complètement.
Voilà. Donc, Et en fait, ce qui est génial, en fait, finalement, en t'écoutant en parler, c'est qu'avec la famille Cousineau, on a toute l'histoire et toute l'évolution de l'agriculture depuis le milieu du XXe siècle, finalement, jusqu'à nos jours. Parce qu'on part de tes grands-parents, ton père, toi, et on voit comment les choses évoluent. ouais, c'est ça. Je pense on est arrivé à un système qui est assez en phase avec la société et qui, nous, au quotidien, nous va bien. Il est assez équilibré. On continue, Nicolas? Avec plaisir. Allez. Parle-nous de ce blé, justement, Nicolas. Donc, ce blé-là, il est semé sur la ferme parce qu'on a créé, il y a 4 ans, une association qui s'appelle Blé Paysan Bio Vendéen. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, c'était une démarche où on voulait créer une filière équitable, sans du commerce nord-sud. C'est-à-dire qu'on a réuni autour de la table avec l'accompagnement du GAB 85, c'est le groupement des agriculteurs bio de Vendée. Et en fait, il a permis de nous aider à nous rencontrer, nous structurer, parce qu'on a eu, en fait, il y a eu un contact avec la minoterie Planchot. D'accord. Et les troisièmes acteurs, ce sont les boulangers. Donc on fait des rencontres tous les ans, on les emmène dans nos fermes, voir des blés. D'accord. Et puis en fait, on a fait une filière équitable avec une juste rémunération. En fait, chacun a mis ses coûts de production, que ce soit la production du blé au champ, le coût de transformation chez le meunier et le prix de vente potentiel pour les boulangers. C'est absolument génial. Eh ben, aujourd'hui, on est 3 producteurs. Vous êtes donc sur la Vendée, Sur la Vendée, sur le bocage 3 producteurs du bocage en polyculture élevage. donc toi sur Mouchamp. Oui, il y en a un autre sur Pouzauges. D'accord. Et le troisième, ils sont sur Cheffoy, et il y en a un autre à Vendrennes aussi. Ok. Donc vous produisez votre blé. Oui. Très bien. Et ensuite, une fois qu'il va être récolté. Alors d'abord, déjà, on cultive des blés anciens. Donc, ce sont des blés qui ont été... on voit là, il y a 5 variétés différentes. Il y en a des barbus. Oui. Il peut y en avoir des... Là, il y en a des non barbus. Ici. En fait, il y en a 5 différents et on dit que c'est une population. En fait, on a une forte hétérogénéité. Souvent, dans un champ de blé, on a affaire à des clones. Et là, nous, on veut tout l'inverse. Et jusqu'à la biodiversité, les coquelicots, voilà. c'est cultivé en bio. Et nous, tout ce microcosme-là, il nous intéresse. Et du coup, il y a eu une sélection pour qu'il y ait des bonnes valeurs boulangères et un rendement correct. Il faut qu'ils tiennent debout parce que là, on ne se rend pas compte, mais à l'épiaison, le blé, il va être jusque là. Et il peut avoir des teintes un peu rouges. C'est des choses qui changent l'œil, quoi. Comme tu dis, on n'est pas sur un blé cloné, quoi. C'est ça. Et donc, c'est des blés avec un cahier des charges aussi dans la fabrication. Donc, on va revenir pour poser la question de la transformation. Le meunier, il écrase le blé sur meule de pierre. Donc, ce qui permet de conserver le germe et d'avoir une farine de haute qualité. Et il y a aussi tout un cahier des charges chez les boulangers où ils doivent utiliser exclusivement du levain pour fabriquer ces pains. Parfait, pour avoir un vrai pain. Nicolas, c'est drôle parce que là, on monte sur la ferme puis on voit que ça fourmille de partout. 4 associés aujourd'hui, c'est ça? Vous êtes Oui. 4 associés? Comment ça s'organise? Comment ça se passe? Chacun a sa spécialité, chacun... Alors nous, on a quand même qu'un atelier principal qui est l'atelier élevage. D'accord. Et on est en polyculture élevage. Sur les 220 hectares, il y a 60 hectares de culture. Donc pour l'organisation du temps libre et des week-ends, on souhaite vraiment être polyvalent sur l'atelier d'élevage. Mais par contre, on a tous des affinités. Toi, par exemple. Moi, je suis pas mal sur l'élevage et la gestion un peu globale d'une ferme avec ses rotations et compagnie. J'ai des cousins qui sont plus tournés vers le bricolage et qui aiment beaucoup la conduite du tracteur. Et puis Sylvain, notre nouvel associé, il s'est passionné d'élevage et il aime beaucoup aussi tout ce qui est manuel, entretien des clôtures. Voilà. Sylvain qui fait partie de la famille, en fait. Oui. Donc, ça peut être bien aussi de ramener des gens comme ça, parce que ça va pas être simple tous les jours, en tout cas, de travailler en famille. Tu vas me dire, tu me trompes avec Sylvain, on a appris à se connaître petit à petit, en fait, parce que quand j'ai arrêté l'atelier boulangerie, il a loué le fournil pendant 3-4 ans. D'accord. Donc on a appris à se connaître et un jour, on a proposé qu'il devienne notre associé parce qu'il y avait mon oncle qui partait à la retraite et on s'est dit mais nous on fera pas le boulot à 3 ce qu'on faisait à 4 et on voulait lui laisser une place
soit du foncier. Et en fait, il a fait le choix d'intégrer la ferme. Ouais, puis vous lui faisiez confiance en fait, puisqu'effectivement vous le connaissiez et ça c'est C'est important. ça, et en plus, il habitait tout près, il y avait tout pour bien faire. Et comment ça se passe alors Nicolas, la prise de décision? Il y en a un qui a une idée, qui le propose aux trois autres, vous vous réunissez autour d'une table, ça se passe comment? Ah ben nous, déjà, à l'embauche, tous les matins, c'est café. Ça c'est bien. Donc c'est tous les quatre, on prend une demi-heure tous les matins là pour faire le point quotidien. Et puis ouais, là il y a des temps d'échange. Et puis on essaye quand même tous les 3-4 mois aussi de se mettre un peu plus une réunion stratégique où on fait un ordre du jour et un peu plus calé pour voir les choses à moyen terme. Et là on fait un bilan, on parle à l'avenir aussi? On fait un bilan, on parle l'avenir. Après, on est un métier qui est plein de surprises. Hein, donc, il y a un plan, il y a une météo, et puis il y a des animaux, c'est du vivant. Donc, il faut être capable de rebondir. Voilà, il faut être capable de rebondir, s'adapter aussi à tous ces éléments, c'est important. Est-ce que vous avez des projets d'ici les prochaines années? Assurés déjà, voilà, tout ce qui a été entrepris et mis en place. Les projets, on peaufine. Hein, il faut continuer à s'adapter, à être résilient vraiment aux conditions climatiques. Hein, c'est le cœur de notre métier, mais ça, personne n'a écrit encore la formule, donc c'est à nous de composer avec tout ça. Et ouais, la place de l'arbre, avoir du temps pour nos enfants. Nous on n'est pas des gros entrepreneurs avec des grands projets, mais on essaye de faire moins mais mieux. De toute façon, on sent que la famille reste au cœur. Voilà, de cette ferme. Donc quand tu dis effectivement du temps pour les enfants, ouais, c'est aussi important. C'est ça, et puis on a tous un peu des envies de faire des choses extérieures. Il y a un de mes cousins qui est pompier. On est engagé des fois dans des syndicats, donc il y a des périodes où on a besoin de sortir aussi de la ferme pour faire le point. Et pour mieux revenir aussi. Exactement. Pour prendre le recul nécessaire. Tu acceptes maintenant, Nicolas, de nous présenter ton équipe? Ah ben, c'est notre équipe, hein, c'est pas la mienne. On y va. Un petit cadeau pour te remercier pour ton accueil. Bon courage pour la suite. Je te fais un bisou. Puis à bientôt, j'espère. Longue vie au GEC. Tu vois ce que je vois? Intéressant, non? On y va? Regarde bien les aspérités qu'il y a sur le rocher. Tu vois là, c'est un petit plat là. Tu as un petit plat, tu as un petit plat là, tu as un petit plat là, là tu as un méga plat. Donc il va falloir que tu regardes bien tes pieds pour bien poser les pieds. Glisser. Oui. Si tu poses là, ça va tenir. Ou là, tu vois, on est déjà mieux. Ensuite, pour les mains, tu utilises les petites choses comme ça, les petites choses comme ça, ça. Voilà, mais sans forcément forcer. Il faut expérimenter. Tu vois, tes mains, tu peux aller chercher tout de suite la petite prise là-bas. Voilà, celle-là. Voilà, et on y va tranquillement. Tu vas pouvoir te mettre bien droite. Voilà. Voilà, tu traverses. Passe dessus la corde, passe au-dessus. Ouais. Voilà. Et puis là, un petit peu plus à droite encore. Et puis après, tu pourras y aller tout droit. Ouais. Tu peux couper par là? Ouais, vas-y. Allez, là, il y a peut-être un petit pas un peu plus haut, voilà. Ok, super.
Regarde où tu as des prises de pied, ouais. Ah. Ça va. Bah oui. Et va plus à gauche encore parce que tu as un trou en dessous de toi. Voilà. Comme ça. Et on se... Ah, tout droit maintenant. Ok. Ne cherche pas à aller à gauche. Tout droit. Attention. Ouais, c'est C'est bon impressionnant. Bah oui. Ah, puis tu dis, je vais plus y arriver, j'ai plus rien, plus de prise, plus de force. Voilà. Les jambes qui tremblent. Voilà. Ah oui, c'est génial. Luc, merci pour cette initiation à l'escalade. Rien, c'était avec plaisir. Moi qui pensais en être incapable, finalement, voilà, c'est vrai qu'on prend confiance, puis on a la voix qui nous aide et qui nous guide, donc ça ouais. c'est essentiel. Et puis, faut se faire confiance en soi et puis faire confiance en l'autre. Hein, Ouais, surtout. c'est un très beau sport. Toi, Ouais. ça fait longtemps que tu fais ça? Alors moi, ça fait maintenant à peu près 35 ans, donc voilà. Donc j'ai commencé, j'avais 32. Donc Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer l'escalade? c'est une sortie entre copains. Ouais. Et puis, c'était le jeune homme qui est là-bas, c'est Michel, qui m'a fait grimper sur un site qui s'appelle le Manis. Et je suis allé, à ma grande surprise, jusqu'en haut, ce qu'on appelle la boule, donc 37 mètres de haut. Et puis après, je me suis formé. Enfin, je suis allé au club de Cholet, il y a l'AESM à Cholet. Et puis ensuite, j'ai vu que c'était une activité qui pouvait m'intéresser dans le cadre du travail avec des personnes en situation de handicap. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être quelque chose qui pourrait leur donner confiance en eux. Et puis, je pense qu'ils peuvent réussir parce que comme le support est très adaptable, donc je pense que toutes ces personnes-là pourraient peut-être faire de l'escalade. Donc je me suis formé, j'ai fait mon initiateur pour site naturel d'escalade. Et ça, c'est génial. Justement, Luc, raconte-nous, parce que tu es animateur, c'est ça? J'étais animateur parce que je suis retraité maintenant. Ouais. Félicitations, le plus beau métier du monde. Voilà. Mais comment ça se passe justement quand tu souhaites amener un groupe de personnes handicapées? Enfin, c'est pas forcément le sport qu'on pense en premier justement Non, pour ce genre de personnes. Donc déjà, l'organisation. Alors après, on venait avec les personnes en situation de handicap, on faisait l'escalade en salle. Et chaque cordée de personnes en situation de handicap était accompagnée par en fait, des bénévoles qui étaient retraités, qui eux aussi ont appris l'escalade et contre-assuraient, je dirais, la cordée. Et puis les encourageaient à grimper. Donc après, à Jean-Yol, on avait équipé des voies très faciles pour que ce qui était important, c'est que chacun puisse réussir au moins d'aller au sommet de la voie. Et puis petit à petit, certains se sont améliorés, ont performé. Et puis petit à petit, il y en a qui sont allés aussi à faire des championnats. On est allé jusqu'au championnat de France. On en a organisé un en 2008 à La Roche-sur-Yon. C'est top. Voilà. Donc entre-temps, ils avaient fait d'autres championnats. On a fait des régionaux, des départementaux. Et le premier championnat s'est organisé ici. C'était en 1998. On a organisé notre premier championnat en site naturel ici. Et après, on a continué en 2000, etc. Ouais, donc c'est une superbe expérience que tu as aujourd'hui avec l'escalade. Mais effectivement, quand tu accompagnes les personnes en situation de handicap au pied de la paroi pour qu'ils puissent monter, tu les réceptionnes à l'arrivée. Qu'est-ce qu'ils te disent à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont la banane. Ouais. Ils ont un super sourire. Ils sont toujours contents et ils se dépassent. Ils font confiance. Ils ont une confiance qui est très importante en l'autre. Enfin bon, après, on les connaît, on se connaissait. Et ils te remercient, et, soit par un sourire, certains peuvent parler, donc voilà. Mais c'est leur souvent, c'est leur sourire qui fait que c'était le meilleur remerciement. Et toi, Sandra, ça t'apporte quoi ici? On se dit, boost. On a passé une bonne journée et on a réussi notre objectif. Et qu'une envie, c'est de recommencer? Voilà, ouais. Alors moi, j'ai eu la chance, le bonheur et la joie de pouvoir monter 2 fois. On ne dit jamais 2 sans 3. Ah. Je pense qu'on reviendra un jour. Ça peut être à Mortagne ou ailleurs, ou en salle. Voilà. Parce qu'il existe des salles d'escalade. Et ce serait vraiment avec plaisir. Ouais. Moi, ce que je te propose, Luc, maintenant, on va retourner au pied de la paroi. Et puis on va faire une petite photo ensemble pour immortaliser la rencontre. Okay. Ça te va? Pas de souci. On y va alors? Merci. Merci. Luc, petite
petite photo, un petit cadeau. Ah, mais c'est super, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te fais un bisou avant de partir. Allez. Bon courage pour la suite. À vous aussi. Hein. Bon. Salut, salut. Donc la route est droite, c'est bon. À bientôt. Imaginez tout ce que Mouchant nous a offert. C'est complètement dingue. Nous quittons ce petit bout de terre avec des étoiles plein les yeux. Merci. Fin de cette deuxième journée, direction le Boupère, où nous allons essayer de trouver le gîte et le couvert. Bienvenue à la Morvien. Mais qu'est-ce que la Morvien ? Ceci est une autre histoire. Ciao, ciao!